En 1977, un pasteur noir d'une petite ville de l'Arkansas a disparu sans laisser de traces, laissant la communauté religieuse avec de vagues spéculations sur ce qui s'était passé. Mais 25 ans plus tard, un bûcheron défrichant une partie reculée de la forêt a découvert quelque chose de choquant sous une vieille souche d'arbre, un secret qui n'aurait jamais dû être découvert. Marcus Freeman, aujourd'hui âgé de 42 ans, était assis seul dans son petit appartement, tôt vendredi matin, dans une petite ville près des monts Ozarks, en Arkansas. Le faible bourdonnement de la télévision emplissait la pièce silencieuse. Avec un soupir, il prit la télécommande et commença à zapper, des visages défilant sur l'écran. Il était tôt le matin, et la programmation habituelle n'avait pas encore commencé. Il s'arrêta sur une chaîne où une émission religieuse apparut, un prédicateur prononçant un sermon, la douce lueur des vitraux derrière lui, des cantiques jouant doucement en fond sonore. Marcus marqua une pause, observant la scène un instant. Les paroles passionnées du prédicateur lui rappelèrent douloureusement son père, le révérend Elijah Freeman, dont la voix avait autrefois résonné lors d'un office similaire. Une douleur amère envahit la poitrine de Marcus. 25 ans s'étaient écoulés depuis que son père avait disparu sans laisser de traces, un silence qui avait anéanti sa foi et son espoir. Il détourna le regard de l'écran, incapable d'affronter les prières et les sermons qui autrefois lui apportaient du réconfort. Juste à ce moment-là, le téléphone sonna, rompant le silence. Marcus alla décrocher dans la cuisine, surpris d'entendre une voix qu'il n'avait pas attendue depuis des décennies. « Monsieur Freeman, ici l'inspectrice Sarah Miller. Nous vous appelons pour vous informer que nous avons découvert quelque chose en rapport avec l'affaire de votre père. » Marcus fronça les sourcils et serra plus fort le téléphone. « C'est une blague ? Je n'ai pas le temps. Cette affaire est de l'histoire ancienne. » « Je comprends votre scepticisme, Monsieur Freeman, » répondit calmement l'inspecteur Miller, « mais je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un faux appel. » Ce matin même, dans la forêt, un bûcheron a trouvé un sac Adidas vintage contenant une robe pastorale et une Bible au nom de votre père. Le cœur de Marcus a fait un bond après toutes ces années. Une preuve ? Une Bible avec le nom de mon père ? Oui, monsieur. Nous aimerions que vous veniez sur place pour identifier ces objets. J'envoie des agents vous chercher immédiatement, si vous le souhaitez. Bien sûr, dit Marcus, le cœur battant la chamade. Je serai prêt. Après avoir raccroché, il se changea rapidement, l'esprit bourdonnant d'idées. En traversant le salon, il jeta un coup d'œil au programme religieux encore diffusé à la télévision et ressentit un pincement de culpabilité pour ses pensées amères de quelques instants plus tôt. Il avait été profondément religieux du vivant de son père, mais depuis sa disparition, il avait perdu tout espoir en la religion. À l'arrivée de la police, il éteignit la télévision, ouvrit la porte et suivit les policiers jusqu'à leur voiture. Le trajet se déroula dans un silence quasi total tandis qu'ils quittaient la ville. La petite ville était à une quinzaine de minutes de là, et tandis qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, Marcus se demanda à quel point leur destination pouvait être isolée et profonde, et comment le sac avait pu se retrouver si loin de la civilisation. À leur arrivée sur place, il a constaté que la police et les ouvriers avaient envahi les lieux. Un ruban jaune délimitait la zone et les agents ont photographié la souche d'arbre et le sol environnant. L'inspectrice Sarah Miller le salua à son approche. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et à l'attitude professionnelle. « Monsieur Freeman, merci d'être venu. Voici Tom Jenkins, le bûcheron qui a découvert le sac. » Tom, un homme corpulent aux traits burinés, s'avança et tendit la main. « Bonjour. Désolé pour les circonstances. » Marcus lui serra la main. « Pouvez-vous me dire comment vous l'avez trouvé ?» Tom hocha la tête en désignant l'énorme souche d'arbre. « Mon collègue et moi étions en train de nettoyer cette zone de forêt lorsque j'ai remarqué quelque chose d'anormal sur cette souche. J'ai commencé à creuser avec une pelle, les excavatrices sont trop grosses pour creuser aussi profondément et j'ai finalement trouvé ce sac Adidas vintage enterré dessous. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vu la Bible et la robe, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose qui devait être là, alors j'ai appelé la police. » Marcus s'approcha du sac que la police avait déposé par terre. Il fixa d'abord le moignon,
essayant de comprendre ce qu'il voyait. Comment le sac s'est-il retrouvé ici, sous une souche d'arbre? Le bûcheron s'est gratté la barbe. D'après ce que je sais, quelqu'un a abattu cet arbre il y a longtemps, a creusé un trou sous la souche et a enterré le sac. Il a pointé du doigt l'endroit où la souche s'était creusée naturellement sous l'effet de la pourriture. Vous voyez comme la souche est pourrie? C'est plus facile de creuser en dessous. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. Le détective Miller fit un signe de tête à ses officiers. Nous devons examiner les preuves et le contenu du sac, Monsieur Freeman. Nous avons besoin de votre aide pour identifier ces objets. Ils se dirigèrent vers une petite tente dressée à proximité. Marcus les suivit à l'intérieur, où le sac fut soigneusement déposé sur une table pliante. Les policiers enfilèrent des gants avant de l'ouvrir. Ils en sortirent d'abord la Bible. Elle était en grande partie collée par l'humidité, mais le sac l'avait maintenue en bon état, leur permettant d'en lire des parties. Sur la première page, dans le coin supérieur, Marcus reconnut immédiatement le nom de son père, écrit de l'écriture familière qu'il connaissait depuis son enfance. « C'est l'écriture de mon père, dit-il doucement. » L'un des officiers tourna prudemment la dernière page, où se trouvait un mot personnel. Cela semblait être une sorte de prière quotidienne, mais en le lisant, Marcus réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple prière. Les mots parlaient d'une supplication à Dieu pour qu'il mette fin à la souffrance, demandant pourquoi il y avait tant de mal dans le monde et demandant de l'aide pour vaincre ceux qui tentent de m'éloigner de Dieu. La gorge de Marcus se serra. C'est bien l'écriture de mon père. Elle est distincte et profonde. Je m'en souviens clairement, car il m'enseignait le christianisme dans son bureau. Ensuite, ils examinèrent la robe. L'inspecteur Miller la manipula avec précaution. Nous savons qu'il est enterré depuis 1977, mais nous avons désormais accès au test ADN. Étant donné que nous sommes dans une petite ville rurale, nous devrons envoyer les preuves à des laboratoires d'État ou fédéraux en raison des limitations matérielles. Marcus inspecta la robe, passant ses doigts sur le tissu. Je crois que c'était bien celui de mon père. La taille est parfaite. Il leva les yeux vers le détective. Je suis d'accord avec les tests ADN. Une pensée troublante lui vint à l'esprit. Tu crois que quelqu'un a fait ça à mon père? Qui l'a tué? Le détective Miller a inspecté la robe avec soin. Il n'y a aucune trace apparente de sang ici. Si quelqu'un avait tué votre père et caché ses objets, nous aurions normalement trouvé des indices suggérant un homicide. Mais toutes les preuves du passé n'ont montré aucune piste en faveur d'un meurtre. Elle le regarda avec sympathie. Peut-être que votre père était un homme troublé et qu'il s'est suicidé ou qu'il a simplement disparu, laissant derrière lui son identité de pasteur et l'enterrant dans ses bois. Marcus secoua fermement la tête. Non. Mon père n'était pas un lâche. Il n'aurait jamais fait ça. Et s'il voulait juste s'enfuir soit en fuyant, soit en se suicidant, pourquoi se serait-il enfoncé si profondément dans cette forêt juste pour enterrer le sac? Il s'arrêta et regarda le sac Adidas. Je n'ai jamais vu mon père posséder ce sac. C'était un homme simple. Il n'aurait jamais acheté un truc pareil. Tom Jenkins hocha la tête en signe d'accord. Creuser à cette profondeur et enterrer un sac de cette taille n'est pas une mince affaire, surtout sous un arbre. Il suffit de voir la taille de ses racines, même décomposées, un homme seul aurait dû déployer beaucoup d'efforts et de temps pour terminer le travail. Le détective Miller a réfléchi à cela. Nous garderons tout cela à l'esprit. Y avait-il des gens dans la communauté, en ville ou à l'église de votre père, qui ne l'appréciaient pas? Marcus soupira lourdement. À quoi peut-on s'attendre? Nous sommes dans les Ozarks, et à l'époque, les tensions raciales étaient bien réelles dans cette petite ville religieuse. Mon père était pourtant un pasteur fidèle, et il n'aurait jamais fait de tort à qui que ce soit intentionnellement. Le détective hocha la tête. Nous allons réexaminer le dossier et les preuves du passé. Pour l'instant, nous gardons nos options ouvertes. Alors que la police collectait les preuves, Marcus a demandé s'il pouvait lui envoyer des photos de ce qu'ils avaient trouvé. Un agent a expliqué qu'une fois les documents traités,
il fournirait des copies de tous les documents et des photos des preuves. L'inspecteur Miller a ensuite autorisé Marcus à rentrer chez lui. Elle s'est tournée vers Tom Jenkins pour discuter des restrictions imposées à leur travail dans la zone, désormais devenue un lieu d'enquête. Un officier a escorté Marcus jusqu'à l'endroit où la voiture était garée, et ils ont commencé le trajet de retour vers la ville. L'officier le reconduisit chez lui et, arrivé à son appartement, Marcus, au lieu d'y entrer, se dirigea directement vers le bureau de son père. La modeste maison où il avait grandi avait été vendue depuis longtemps, mais Marcus avait conservé les effets personnels de son père, notamment le contenu de son bureau, qu'il avait aménagé dans une pièce libre de son appartement. Il commença par examiner les étagères, à la recherche des notes de sermon de son père. Il les rassembla soigneusement. Son père en avait conservé une collection très soignée, toute rangée sur l'étagère. Même maintenant, elles prenaient la poussière, mais elles étaient bien conservées, malgré le jaunissement des pages. Marcus repensa à son jeune âge lorsqu'il avait parcouru ses notes de sermon pour la première fois. Il avait 15 ans lorsqu'il commença son étude intensive sous la direction de son père. Aujourd'hui, à 42 ans, il ne se souvenait que de fragments de ses enseignements. Il voulait relire ses recueils de sermons pour se rafraîchir la mémoire de l'enseignement de son père. Mais surtout, il voulait se convaincre que son père était un véritable dévot, qu'il ne s'était pas suicidé ni n'avait lutté avec sa vocation ou son identité. Quelque chose d'autre avait dû se produire. En rassemblant les cahiers de sermons de son père, il remarqua que le volume de 1977, année de la disparition de son père, manquait. Il le chercha partout, y compris dans la chambre de son père, mais en vain. Au lieu de cela, dans l'une des armoires près du lit de son père, Marcus trouva une autre collection de journaux personnels de son père. Mais eux aussi ne dataient que des années antérieures à 1977. Il s'assit lourdement au bord du lit, réfléchissant. Si son père était si assidu et tenait tous les registres, pourquoi les notes du sermon et le journal de 1977 n'étaient-ils pas ici à la maison? Peut-être les avait-il conservés à l'église où il servait à temps plein à l'époque. Marcus repensa au jour où il avait déménagé les affaires de son père. Il avait été si bouleversé qu'il n'avait prêté aucune attention à la collection ni au volume. Marcus rangea la salle d'études, choisit une ancienne édition du cahier de sermons pour s'y référer et se dirigea vers sa voiture. Il allait visiter l'église baptiste missionnaire du Mont-Olive pour la première fois depuis 25 ans. En conduisant, Marcus se souvint de la passion avec laquelle son père parlait lors de ses sermons, de la chaleur et de la conviction dont sa voix avait rempli l'église. Ce souvenir était douloureux, mais pour la première fois depuis des années, Marcus ne chercha pas à le repousser. Au contraire, il le laissa l'envahir, se souvenant de l'homme qu'il avait élevé, fort, intègre et dévoué à sa vocation. Le trajet jusqu'à l'église baptiste missionnaire du Mont-Olive ne lui prit pas longtemps. Il y arriva en 10 minutes. L'église paraissait bien plus ancienne que dans ses souvenirs. 25 ans plus tôt, alors qu'il avait encore 17 ans, l'église était majestueuse et neuve. Il prit une grande inspiration avant d'entrer dans l'église, n'imaginant pas qu'il retournerait dans une église après toutes ces années, surtout celle où son père avait travaillé. Il poussa la porte et entra. L'intérieur était quasiment identique. Les bancs de bois brillaient de lustre, les vitraux projetaient des motifs colorés sur le sol, et la chaire se dressait à l'avant, imposante et digne. Marcus entra et s'approcha d'un homme âgé debout près de l'autel. L'homme se retourna et lui sourit chaleureusement. « Puis-je t'aider, mon fils ?»« Je l'espère, » répondit Marcus. « Je cherche quelqu'un qui aurait pu connaître mon père. » L'homme se présenta humblement comme étant le pasteur Harold Whitmore et lui demanda ce qui l'avait amené là. Marcus reconnut immédiatement ce nom. Il avait croisé cet homme d'innombrables fois 25 ans auparavant. Bien qu'il paraisse beaucoup plus âgé maintenant, il savait que le pasteur Harold était le propriétaire et le pasteur principal de l'église, ayant travaillé avec son père. Marcus se présenta et dit qu'il était Marcus Freeman, fils du révérend Elia Freeman. Le pasteur Harold fut d'abord surpris, ne reconnaissant visiblement pas l'homme adulte qui se tenait devant lui. Puis son visage se transforma de joie. « Marcus, mon Dieu, c'est vraiment toi ?»
On ne t'a pas revu depuis. Sa voix s'éteignit. Depuis la disparition de mon père, termina Marcus. Il y a 25 ans. Le pasteur Harold hocha la tête solennellement. Comment vas-tu ces derniers temps? Tu nous as manqué. Ma foi a été profondément mise à l'épreuve par cet incident, a admis Marcus. Même aujourd'hui, j'ai du mal à accepter Dieu. Le pasteur Harold hocha la tête en signe de compréhension. À ce moment-là, ils entendirent la porte de derrière s'ouvrir et un autre homme âgé entra. Le pasteur Harold a crié, « Révérend George Langston, regardez qui est là. » Le révérend George, un autre serviteur de l'église, s'approcha d'eux. Les deux hommes furent ravis et surpris de revoir Marcus. Ils lui demandèrent ce qui le ramenait après toutes ces années. Marcus a expliqué la découverte dans la forêt dense et comment la police soupçonnait que son père s'était suicidé ou avait abandonné son ministère. « Je cherche conseil, dit Marcus. Pensez-vous que mon père se serait vraiment suicidé ou aurait abandonné son ministère? Vous avez tous deux travaillé en étroite collaboration avec lui. » Le pasteur Harold et le révérend George restèrent d'abord sans voix. Ils échangèrent des regards et semblèrent mal à l'aise. « Votre père a toujours été connu comme un homme doux, dit finalement le pasteur Harold. Un serviteur fidèle du Seigneur, plein de sagesse et de courage. Mais personne ne connaît les pensées les plus profondes du cœur d'un homme, ajouta doucement le révérend George. Pourquoi posez-vous ces questions maintenant, demanda le pasteur Harold. Marcus a expliqué qu'avec les nouvelles preuves, la police avait rouvert l'affaire. S'il retrouvait son corps, il pourrait peut-être déterminer la cause de son. Il déglutit difficilement. La technologie a beaucoup évolué depuis. Les tests ADN et les méthodes médico-légales sont bien plus avancés aujourd'hui. Harold et George échangèrent un autre regard. Nous ne penserions jamais à votre père comme à un homme troublé, dit lentement Harold. Mais dans les derniers jours avant son départ, nous avons remarqué qu'il avait passé plus de temps tard dans son bureau à l'église, priant souvent dans l'angoisse. Quand quelqu'un lui posait des questions à ce sujet, a ajouté George, il répondait qu'il pratiquait une profonde dévotion et des prières. Marcus hocha la tête, puis leur expliqua sa véritable intention de lui rendre visite. Je recherche le volume manquant des notes du sermon du dimanche de mon père et son journal personnel pour l'année 1977. Il leur a montré le vieux volume qu'il avait apporté avec lui de chez lui. Ça devrait ressembler à ça. Papa a conservé ses notes avec la même marque de carnet jusqu'à cette année-là. Mais le volume de 1977 a disparu. Son journal intime de cette année-là a également disparu, mais j'ai tous les autres à la maison. Harold et George examinèrent le carnet que Marcus avait apporté. On ne les a jamais vraiment vus, dit Harold. Si on les avait vus, on vous les aurait donnés, à vous ou à la police, à l'époque. Allons y jeter un œil quand même, suggéra George. Ils se rendirent au bureau de l'église, qui avait autrefois appartenu à son père, mais qui était maintenant utilisé par le révérend George. Ils inspectèrent les étagères et les placards, mais ne trouvèrent rien. Puis ils décidèrent d'inspecter également la bibliothèque, passant près d'une heure à fouiller étagères, tiroirs et boîtes de rangement. Pendant leur recherche, Marcus posa son carnet de référence sur une table de bibliothèque, concentré sur la tâche à accomplir. La recherche resta vaine. Aucune trace des volumes manquants ne fut retrouvée. Finalement, Marcus les a remerciés et s'est excusé de les avoir dérangés. « J'apprécie votre aide, même si nous n'avons rien trouvé. » Avant de partir, Marcus s'est agenouillé sur l'un des bancs et a prié, se sentant mal à l'aise envers Dieu après si longtemps. « Si tu es vraiment vivant et que tu es ressuscité il y a 2000 ans, guide-moi au moins pour que je sache ce qui est arrivé à mon père. » Puis il sortit de l'église et retourna à sa voiture, ignorant que dans sa hâte et sa distraction, il avait laissé le vieux cahier de sermons de son père sur la table de la bibliothèque. Sur le chemin du retour, Marcus était plongé dans ses pensées. Il n'avait toujours pas réalisé qu'il avait oublié le carnet de son père à l'église. Son esprit était fixé sur les paroles du pasteur concernant les derniers jours de son père, comment il avait passé la majeure partie de son temps à l'église en prière et en dévotion profonde, gémissant dans ce qui ressemblait à une angoisse spirituelle.
Se pouvait-il que son père se soit effectivement suicidé ou ait abandonné sa vie de pasteur? Peut-être était-ce à cause de sa mère. Elle était décédée en 1976, un an avant la disparition de son père, et cela les avait tous deux profondément touchés. Le chagrin avait été immense, surtout pour son père. Marcus prit une décision soudaine. Au lieu de rentrer chez lui, il se dirigea vers le cimetière où sa mère était enterrée. Ce n'était pas très loin de la ville, juste à la périphérie. Il s'arrêta chez un fleuriste en face du cimetière et acheta un modeste bouquet. La commerçante, une femme d'un certain âge au regard bienveillant, emballa soigneusement les fleurs. « Une occasion spéciale ?» demanda-t-elle. « Je rends simplement visite à ma mère », répondit Marcus. « Ça fait trop longtemps. » Le cimetière était calme en cette fin d'après-midi. Des rangées de pierres tombales s'étendaient sur le terrain bien entretenu, ombragé par de vieux chênes. Marcus marchait lentement sur le chemin familier menant à la tombe de sa mère, les souvenirs le submergeant à chaque pas. Il a trouvé sa pierre tombale. Sarah Freeman, épouse et mère bien-aimée. Et déposa doucement les fleurs devant elle. Puis il s'assit sur l'herbe, comme il le faisait à l'adolescence, après le départ de ses deux parents. « Salut, maman » dit-il doucement. « Ça fait un bail. » Il lui raconta sa découverte dans la forêt, la Bible dans la robe, sa visite à l'église. Il parlait comme si elle l'entendait, trouvant du réconfort dans cette conversation à sens unique. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à papa » a-t-il admis. « Pendant toutes ces années, j'ai été en colère contre lui, contre Dieu, contre tout. Mais maintenant, je veux juste connaître la vérité. » Alors qu'il était assis là, Marcus entendit soudain des pleurs. On aurait dit ceux d'un petit garçon. Il se leva et se dirigea vers la source du bruit. Il trouva un jeune garçon assis, adossé à un arbre, quelques rangées plus loin. « Salut » dit doucement Marcus en s'approchant lentement pour ne pas effrayer l'enfant. « Tu vas bien ?» Le garçon leva les yeux, le visage baigné de larmes. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. « Comment t'appelles-tu » demanda Marcus. Le garçon renifla. « Robbie. Robbie Ark. Où sont tes parents ?» Robbie ne répondit pas au début, puis désigna une tombe proche. Le cœur de Marcus se serra. « Il y a quelqu'un avec toi ? Un tuteur ?» Robbie resta silencieux. Marcus parut inquiet. « Je peux t'aider. Je peux te raccompagner chez toi si tu as besoin. »« S'il vous plaît, pas à la maison, » dit le garçon d'une voix tremblante. « Il ne m'aime pas là-bas. Ma tante et mon oncle. » Ces mots ont touché Marcus. Après la mort de sa mère et la disparition de son père, il avait vécu chez son oncle et sa tante, qui lui avaient clairement fait comprendre qu'ils le considéraient comme un fardeau. « Je comprends » dit doucement Marcus. « Je vais rester avec toi un moment, mais tu devras rentrer un jour. Ta famille te cherchera. » Il tendit la main pour réconforter le garçon, posant une main sur son épaule. Il sentit aussitôt une chaleur irradier à travers la fine veste de l'enfant. « Robbie, tu brûles » dit Marcus, alarmé. « Tu as de la fièvre. Je dois te ramener chez toi ou voir un médecin. Je ne peux pas te laisser seul ici. »« S'il te plaît, pas chez toi » supplia à nouveau le garçon. « Peux-tu me ramener chez toi ?» Marcus secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça, sinon j'aurai des ennuis. »« Et l'hôpital ? Tu as besoin de soins médicaux. » Le visage du garçon se crispa de peur. « Tu peux plutôt m'emmener à l'église. »« L'hôpital serait mieux, » insista Marcus. « Ils pourront te donner des médicaments contre la fièvre. »« Quand ma mère était en vie, » dit Robbie d'une voix rauque, « chaque fois que j'étais malade, elle allait à l'église et demandait au pasteur de me donner la communion à emporter. Elle me la donnait et priait dessus, et je me sentais mieux. » Marcus retint son souffle. Il le savait bien. Son père, en tant que pasteur, avait distribué ses communions à emporter aux membres de sa famille qui ne pouvaient assister à l'office du dimanche ou étaient malades. Il l'avait aidé à les préparer à l'époque. « Je suis au courant »
dit Marcus. Mon père était pasteur à l'église baptiste missionnaire Mount Olive. Il en donnait aux malades. Voilà ce que nous allons faire, si tu acceptes de venir à l'hôpital avec moi, j'irai te chercher la Sainte Communion à l'église et je te l'apporterai là-bas. On pourra la prendre ensemble. Qu'en penses-tu? Après un instant d'hésitation, le garçon hocha la tête. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Marcus réalisa soudain qu'il n'avait pas revu le carnet de son père depuis son départ de l'église, et un profond sentiment de tristesse le submergea. Il se souvint de l'avoir posé sur la table de la bibliothèque et de ne plus jamais le reprendre. « J'ai oublié mon livre à l'église, » murmura-t-il. « Il faudra que j'y retourne plus tard. » Marcus a conduit Robbie aux urgences et a expliqué la situation à l'équipe médicale. Il n'était pas sûr de l'adresse du garçon, mais pensait qu'il la trouverait peut-être dans leur dossier. Avant que Robbie ne soit emmené par l'équipe médicale, le garçon a regardé Marcus. « Tu as promis la communion. »« Je tiendrai ma promesse, » lui assura Marcus. « Je reviens bientôt. » Après avoir rempli les papiers nécessaires et pris les dispositions nécessaires pour payer les soins du garçon, Marcus quitta l'hôpital. Le ciel s'était assombri, teinté d'une teinte de fin d'après-midi, lorsqu'il sortit. Il retourna à sa voiture et chercha le numéro de téléphone de l'église dans son carnet d'adresse, c'était l'ancien numéro qu'il avait toujours gardé au cas où. Il essaya d'appeler pour demander la Sainte Communion, mais personne ne répondit. Il décida de s'y rendre directement. Il arriva à l'église, gara sa voiture sur le parking et entra à nouveau dans le bâtiment. Marcus chercha le pasteur Harold ou le révérend George, mais ne les trouva ni l'un ni l'autre. C'est un jeune membre du personnel de l'église qui l'accueillit, ne reconnaissant visiblement pas Marcus. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda le jeune homme. « Je cherche le pasteur Harold ou le révérend George, » répondit Marcus. « Sont-ils dans le coin ? » « Ils sont actuellement au cimetière de l'église, en train de bénir les morts, » a déclaré le jeune membre du personnel. Marcus fronça les sourcils. Cela ne ressemblait à aucun rituel qu'il connaissait de ses années à l'église. Les pasteurs ne procédaient généralement pas à des bénédictions au cimetière, surtout pas à cette heure-là. « C'est habituel ?» demanda-t-il. « Ils font ça parfois, » dit le jeune homme en haussant les épaules. « C'est comme ça depuis que je suis ici. Mais je peux vous aider si vous le souhaitez. » Marcus a expliqué son livre manquant et la Sainte Communion à emporter à la maison. « J'étais ici plus tôt aujourd'hui pour discuter avec le pasteur Harold et le révérend George, mais j'ai oublié mon livre à la bibliothèque. J'ai aussi besoin d'une communion à emporter pour un garçon malade à l'hôpital. » Le jeune employé semblait le croire sans hésiter. « Je peux vous aider pour les deux. Allons d'abord à la bibliothèque. » Ils se dirigèrent vers la bibliothèque de l'église et Marcus fut soulagé de voir son livre toujours sur la table où il l'avait laissé. Il le ramassa, constatant que les piles de livres de leurs précédentes recherches avaient été soigneusement remises sur les étagères. En jetant un dernier coup d'œil à la bibliothèque, il remarqua un livre sur l'étagère du haut qui semblait avoir été déplacé récemment. Il n'était pas bien enfoncé, vacillant dangereusement près du bord. « Je devrais réparer ça avant qu'il ne tombe et ne blesse quelqu'un, » dit Marcus en tendant la main. Le jeune employé commença à protester, disant qu'il s'en occuperait plus tard, mais Marcus s'étirait déjà pour l'attraper. Étant grand, Marcus saisit facilement le livre, mais il était étonnamment lourd. Il lui glissa des doigts et tomba au sol avec un bruit sourd, les pages s'ouvrant. « Je suis désolé, » dit Marcus en se penchant pour le récupérer. En le ramassant, il remarqua le titre « Gestion et intendance financière de l'Église ». Ce qui attira son attention, cependant, fut l'écriture familière dans les marges, celle de son père. « Ce livre est-il disponible à l'emprunt ?» demanda Marcus, essayant de garder un ton décontracté. « Nous devons le vérifier correctement si vous voulez l'emprunter », a déclaré le membre du personnel avec incertitude. « Bien sûr. » Après que le jeune homme eut enregistré le prêt dans le registre de la bibliothèque de l'église, ils sortirent de la bibliothèque. L'employé demanda alors à Marcus d'attendre pendant qu'il allait chercher la communion à la sacristie. « Puis-je venir avec vous ?» demanda Marcus.
J'aidais à la sacristie quand mon père, le révérend Elijah Freeman, y servait. Le jeune homme semblait mal à l'aise. Je suis désolé, monsieur. J'ai entendu parler du révérend Elijah Freeman, mais nous ne pouvons laisser entrer personne dans la sacristie. Marcus hocha la tête en signe de compréhension. Bien sûr. Il attendait dans le couloir, ouvrant le livre de comptes qu'il avait emprunté. De nombreux passages étaient surlignés et annotés de l'écriture caractéristique de son père. Une section était particulièrement marquée, « Dieu voit comment nous gérons son argent ». Dans la marge, son père avait écrit, « Responsabilité envers Dieu d'abord, puis envers la congrégation ». En tournant les pages, Marcus remarqua de légères traces de crayon effacées. Son père avait toujours appuyé fort lorsqu'il écrivait au crayon, laissant de profondes empreintes sur le papier. Inclinant la page pour capter la lumière, Marcus distingua deux noms entourés puis effacés, Harold Whitmore et George Langston, tous deux accompagnés de points d'interrogation. Plusieurs phrases concernant des détournements de fonds de l'Église étaient fortement soulignées, avec des notes sur la manière chrétienne de gérer les irrégularités financières avec grâce mais fermeté. Marcus referma le livre, l'esprit s'emballant. Son père avait-il soupçonné le pasteur Harold et le révérend George de mauvaise conduite? Était-ce pour cela qu'il avait écrit leur nom? Par la fenêtre latérale, Marcus aperçut deux silhouettes au cimetière. Il supposa qu'il s'agissait du pasteur Harold et du révérend George. Il les observa par la fenêtre, essayant de deviner ce qu'ils faisaient dans la faible lumière du soir. Le jeune membre du personnel revint avec le nécessaire de communion à emporter dans un petit sac en tissu. « Voilà, monsieur. » « Merci, » dit Marcus en l'acceptant avec gratitude. « Au fait, savez-vous exactement ce que font le pasteur Harold et le révérend George au cimetière? Je les vois d'ici. Je bénissais juste les tombes, comme je l'ai dit. Elles devraient bientôt être terminées. J'étais occupé à nettoyer la cave avant votre arrivée, donc je ne sais pas exactement quand elles ont commencé, répondit l'employé. Marcus acquiesça et quitta l'église, le cahier de sermons de son père et le livre emprunté sous le bras, le service de communion à la main. En sortant, il ne put s'empêcher de penser que l'église baptiste missionnaire du Mont-Olive cachait un secret. À la sortie de l'église, Marcus se dirigea d'abord vers sa voiture, puis décida d'aller saluer le pasteur Harold et le révérend George avant de partir. Il voulait les remercier à nouveau pour leur aider sonder leur réaction à sa prochaine visite. Il se dirigea vers le cimetière, séparé de l'église par une petite pelouse. À mesure qu'il s'approchait, il commença à distinguer de nouveaux détails dans la lumière déclinante du soir, ce qu'il vit le fit net. Le révérend George déposait de la terre sur un monticule, tandis que le pasteur Harold se tenait à proximité, tenant ce qui semblait être un sac. Aucun des deux hommes ne remarqua l'approche de Marcus. « Bonsoir », cria délibérément Marcus, faisant connaître sa présence avant de s'approcher trop près. Les deux hommes relevèrent brusquement la tête, visiblement surpris. Dans la pénombre, leurs visages exprimaient une stupeur évidente lorsqu'ils reconnurent Marcus. « Marcus !» La voix du pasteur Harold était plus aiguë que d'habitude. « Que fais-tu ici ? » « Je m'excuse de vous avoir surpris, » dit Marcus en s'approchant. « Je suis revenu chercher mon livre que j'avais laissé à la bibliothèque et prendre une communion à emporter pour un enfant malade à l'hôpital. » Il fit un geste vers la pelle que George tenait à la main. « Que fais-tu ici à cette heure-ci » Les deux hommes échangèrent un bref regard. Le pasteur Harold s'éclaircit la gorge. « Nous étions juste en train de bénir le cimetière. » Le révérend George a interrompu, quand nous avons remarqué cette vieille tombe pour un chien décédé de la congrégation. Le pasteur Harold hocha vigoureusement la tête. Oui, et nous avons obtenu la permission du propriétaire de déplacer les restes car, comme vous pouvez le constater, le cimetière de l'église est de plus en plus encombré. Nous devons faire de la place pour les prochaines inhumations. Marcus regarda tour à tour les hommes, puis le sol fraîchement remué. Leur explication lui parut. C'était bizarre et invraisemblable de déplacer la tombe d'un animal de compagnie, faire de la place dans un cimetière à cette heure-ci, mais il ne les a pas directement contestés. Je vois. Désolé de vous déranger.
Je voulais juste vous dire que j'étais revenu chercher mon livre. Le pasteur Harold fixa le registre financier sous le bras de Marcus. C'est un autre livre que vous avez emprunté à la bibliothèque? Marcus hocha la tête. Oui. Il est tombé de l'étagère du haut pendant que j'étais là. J'ai remarqué l'écriture de mon père à l'intérieur et j'ai décidé de l'emprunter. Le jeune employé l'aida à le vérifier correctement. La posture du révérend George se raidit visiblement. Après un moment de silence, il dit, « Votre père s'est aussi intéressé à ce livre. N'oubliez pas de le rendre dimanche. » Bien sûr, répondit Marcus. Je devrais y aller maintenant. J'ai promis au garçon à l'hôpital de lui apporter la communion. Il s'excusa et retourna à sa voiture, sentant le regard des hommes sur lui tout le long du trajet. Une fois à bord de son véhicule, il observa par la fenêtre le pasteur Harold et le révérend George, immobiles, la tête serrée, dans ce qui semblait être une discussion intense. Leur langage corporel était tendu, rien à voir avec le calme des hommes effectuant l'entretien courant d'un cimetière. Marcus démarra le moteur, mais ne partit pas immédiatement, il continua à les observer, ses soupçons grandissant de minute en minute. Il s'apprêtait à partir lorsque son téléphone sonna. C'était l'hôpital. Monsieur Freeman, ici l'infirmière Jenkins de l'hôpital général du comté. Le garçon que vous avez amené vous réclame. Sa famille est également arrivée. Merci, répondit Marcus. Dites-lui que je reviens. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le parking, un mouvement attira son attention. Le révérend George chargeait une pelle et un sac à l'arrière de sa voiture, garée à l'autre bout du cimetière, sous un lampadaire. Le révérend monta à bord et s'éloigna rapidement, sortant du cimetière par un autre point d'accès. Pendant ce temps, le pasteur Harold se précipita vers l'église par la porte de derrière. Marcus décida de se rendre immédiatement à l'hôpital. Il quitta le parking et se dirigea vers le county général, son esprit s'emballant pour assimiler ce qu'il venait de voir. Après quelques minutes, alors qu'il approchait d'un feu de circulation près de l'hôpital, il aperçut de nouveau la voiture du révérend George. Le révérend traversa l'intersection à toute vitesse au feu jaune, empruntant la route qui menait à la forêt et aux montagnes. Cette route ne menait à aucune zone résidentielle, seulement à des étendues sauvages et des cols de montagne. Pourquoi le révérend George s'y rendrait-il à cette heure-là avec une pelle et un sac qui, selon lui, contenait de la terre ou des restes d'animaux provenant du cimetière de l'église? Prenant une décision en une fraction de seconde, Marcus se tourna pour le suivre, gardant une distance de sécurité. Il se sentait coupable d'avoir retardé sa visite à l'hôpital, mais son instinct lui disait que quelque chose d'important était en train de se produire. La voiture du révérend accéléra en s'engageant sur la route forestière. Marcus sortit son téléphone et appela l'inspecteur Miller. « Inspecteur, c'est Marcus Freeman. »« Monsieur Freeman, tout va bien ?»« Je ne sais pas trop, » répondit Marcus, les yeux fixés sur les feux arrière. « Je suis le révérend George Langston de l'église Mount Olive. » Il creusait dans le cimetière de l'église ce soir, il prétendait déplacer la tombe d'un chien. Maintenant, il fonce dans la forêt avec une pelle et ce sac. Son comportement est extrêmement suspect. Il y eut un bref silence. Ne le poursuivez pas, monsieur Freeman. Faites demi-tour. On s'en occupe. Je ne peux pas le laisser hors de ma vue, argumenta Marcus. Il pourrait être en danger, ou commettre un acte lié à l'affaire de mon père. J'ai des raisons de croire que c'est ce qui se passe. Oui, je sais que c'est déroutant, mais je ne ferai pas demi-tour tant que vos officiers ne nous auront pas rattrapés. Le détective Miller soupira. Si vous insistez pour continuer, maintenez une distance de sécurité et n'interagissez pas, gardez cette ligne ouverte et dites-moi exactement où vous êtes et ce que vous voyez. J'envoie des agents immédiatement. Compris. Serrant plus fort le volant, Marcus suivit le révérend plus profondément dans la forêt sombre, rapportant chaque virage et chaque vue à Miller. « Nous sommes sur Mountain View Road, » dit Marcus. Direction nord-est, à environ 8 km de la ville. Il a raconté ce qu'il avait découvert à l'église, le livre avec l'écriture effacée de son père,
des notes sur des malversations financières, le comportement étrange du pasteur Harold et du révérend George. Qui a effacé l'écriture de mon père? Qui a placé ce livre sur l'étagère du haut? L'avait-il vérifié après ma première visite? La voix de Miller grésilla en retour. N'oubliez pas, ne vous approchez pas de lui. Soudain, les feux stop du révérend s'allumèrent. Sa voiture s'engagea sur une petite aire de repos en gravier, à un belvédère offrant une vue panoramique sur la vallée et la rivière en contrebas. Il s'arrête à Eagle Point Lookout, murmura Marcus. Je m'arrête à distance. Marcus se gara une centaine de mètres plus loin, dissimulé par un virage. De là, il vit le révérend George sortir de son véhicule, allumer une lampe frontale et sortir le sac plastique et la pelle de son coffre. Le révérend marcha jusqu'à la rambarde, puis descendit un escalier en bois jusqu'à une plateforme d'observation plus basse et un étroit sentier au bord de la falaise. Il descend vers le sentier inférieur avec le sac et la pelle, souffla Marcus au téléphone. C'est dangereux là-bas dans le noir, le sentier longe une falaise et descend à pic vers la rivière en contrebas. Je ne sais pas trop ce qu'il compte faire. Restez dans votre voiture, monsieur Freeman. Les officiers sont presque là, a répondu le détective Miller. Mais tandis que Marcus observait la lampe frontale du révérend osciller le long du sentier, une vague d'urgence le submergea. La seule raison pour laquelle George se rendait sur la plateforme inférieure était de se rapprocher au plus près du bord et avec ce sac et cette pelle, on aurait dit qu'il avait l'intention de jeter quelque chose dans le gouffre en contrebas. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans ce sac et ce qu'il compte en faire, dit Marcus. Je vais essayer de le retenir jusqu'à l'arrivée de vos agents. Ignorant les protestations de Miller, Marcus prit une lampe de poche et sortit discrètement de sa voiture. Il se dirigea rapidement mais prudemment vers le poste d'observation, suivant le faisceau de la lampe frontale du révérend dans l'escalier en bois. « Révérend George » cria Marcus en atteignant la plateforme inférieure. Le révérend se retourna brusquement, sa lampe frontale aveugla momentanément Marcus. Lorsque la lumière changea, Marcus vit la stupeur et la colère se lire sur le visage du vieil homme. « Que fais-tu ici » demanda George. « Tu m'as suivi » ? Je t'ai vu sortir de la ville à toute vitesse et je me suis inquiété, répondit Marcus en avançant prudemment sur le sentier. C'est dangereux ici la nuit. Que fais-tu avec ce sac? Tu as dit qu'il contenait des restes du cimetière de l'église. Le révérend George ne répondit pas. Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le grondement lointain de la rivière en contrebas. Tu sais, n'est-ce pas, dit finalement George, d'une voix basse et tendue. Non, tu sais quoi, demanda Marcus, confus, les pièces ne s'emboîtaient pas encore. Ne faites pas semblant, rétorqua le révérend, puis le hurlement des sirènes de police résonna dans l'air nocturne. Tu as appelé la police, Alta-Teil. Le sac plastique lui glissa des mains et atterrit avec un bruit sourd. Quelque chose de solide à l'intérieur tinta un bruit que ni la terre ni les restes d'animaux ne pouvaient produire. Profitant du choc de George, Marcus se précipita et attrapa le sac. Regardant à l'intérieur, il vit qu'il contenait non seulement de la terre, mais aussi 2 livres couverts de poussière. Même dans la faible lumière, il les reconnaissait à leur couverture, le carnet de sermons de son père de 1977 et son journal personnel, les correspondances exactes avec les volumes qu'il avait conservés à la maison. « Tu me les as cachés » demanda Marcus, la colère montant. Tu voulais t'en débarrasser. Elle semblait plus stable maintenant, une perfusion dans le bras, les médecins vérifiant ses constantes. Lorsqu'elle le vit approcher, elle tenta de se lever malgré les protestations du médecin. Elle vacilla, et Thomas se précipita pour la rattraper. Elle se retrouva alors dans ses bras, le visage enfoui dans son cou, le corps secoué de sanglots. « Papa » murmura-t-elle. « Papa, je savais que tu me retrouverais. Je savais que tu n'abandonnerais pas. » Le médecin parla doucement. « Monsieur, elle a été sous l'emprise d'un sédatif, mais son effet se dissipe. Elle a subi un traumatisme important et a besoin de soins hospitaliers immédiats. » Rodriguez avait suivi Thomas et se tenait maintenant à proximité, son carnet à portée de main. Savannah le regarda avec des yeux remplis de larmes.
Le shérif, commença-t-elle d'une voix brisée, il s'est servi de moi. Il voulait d'abord me tuer, mais il leur a interdit. Il leur a dit de me garder en vie pour ses visites. Thomas sentit la rage monter en lui, mais il garda une voix douce. Qui sont-ils, mon cœur? Des trafiquants de drogue. Miguel Salazar est leur chef. Ils m'ont enfermé dans leur ferme, dans un bunker caché aménagé dans un ancien silo à grains. Elle regarda Rodriguez. Le shérif est corrompu. Il les aide à opérer, les couvre, fait disparaître des enquêtes. En échange, il le payait tous les mois et me maintenait en vie. Il m'appelait le jouet du shérif. Rodriguez écrivit rapidement, le visage sombre. On va tous les attraper, mademoiselle Walker. Nos équipes sont déjà en mouvement. Le médecin l'interrompit doucement. Il faut absolument la transporter maintenant. Thomas regarda Barry, sortit ses clés de camion de sa poche et les lui lança. Utilise-les aussi longtemps que tu en auras besoin. Je l'accompagne. Barry attrapa les clés et acquiesça. Thomas monta dans l'ambulance aux côtés de sa fille, lui prenant la main tandis que les secouristes poursuivaient leur travail. Alors que les portes se refermaient et qu'il s'éloignait de la scène de cauchemar, il commença à expliquer tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là, la découverte de son camion, le comportement suspect du shérif, sa rencontre avec Barry et la course-poursuite qui avait mené à son sauvetage. Savannah lui serra faiblement la main. « Je veux tout dire à la police, dit-elle. Une fois qu'ils m'auront soigné, je veux contribuer à le mettre en prison pour toujours. » La salle des urgences de l'hôpital général Alpine était un véritable tourbillon d'activité. Thomas regardait, impuissant, l'équipe médicale emmenait Savannah pour examen et traitement. Il se retrouva dans la salle d'attente, affalé sur une chaise en plastique inconfortable qui avait vu trop de familles inquiètes. Pour la première fois depuis l'arrivée de la voiture de police à son ranch cet après-midi, Thomas n'avait plus qu'à réfléchir. La rage qui couvait sous son calme forcé commença à déborder. 9 ans de souffrance pour sa fille pendant que ce salaud de shérif jouait les justiciers inquiets, faisant semblant d'enquêter, de se soucier de tout. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital était suffocante. Thomas se leva brusquement et se dirigea vers la sortie, ayant besoin d'air. Il sortit le paquet de cigarettes qu'il gardait dans sa veste pour les urgences. Il avait arrêté depuis des années, mais certaines habitudes ont la vie dure. Il s'apprêtait à en allumer une lorsqu'une voix l'appela, « Monsieur Walker ». Thomas se retourna et vit un médecin en tenue chirurgicale s'approcher. Il empocha rapidement sa cigarette. « Je suis le docteur Chin. J'examine votre fille. Comment va-t-elle » L'expression du médecin était soigneusement professionnelle, mais Thomas percevait la colère sous-jacente. Physiquement, elle souffre de malnutrition et d'une insuffisance pondérale sévère. On constate des signes de violence physique répétée, d'anciennes fractures mal cicatrisées, des cicatrices dues au contention. Il marqua une pause. Elle a également développé des infections de son système reproducteur, notamment des IST. Elle souffre également de problèmes respiratoires, probablement dus à une exposition prolongée à des produits chimiques. Nous comprenons qu'elle était enfermée dans un silo où étaient entreposés des médicaments. Thomas sentit ses genoux faiblir. Il s'appuya contre le mur pour se stabiliser. Son état est stable maintenant, a rapidement poursuivi le docteur Chin. Nous avons commencé un traitement contre les infections et une thérapie nutritionnelle, mais elle devra rester hospitalisée pendant toute la durée de son traitement au moins une semaine, voire plus. Puis-je la voir? Bien sûr. Nous l'avons transférée dans la chambre 314. Elle vous réclame. Thomas suivit le médecin dans le dédale de couloir. Lorsqu'ils arrivèrent à la chambre, le docteur Chin s'arrêta devant la porte. Elle a vécu un traumatisme inimaginable, monsieur Walker. Son rétablissement prendra du temps, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Thomas hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Le médecin partit et Thomas entra dans la pièce. Savannah paraissait petite dans son lit d'hôpital où une perfusion fixée au bras, des moniteurs surveillant ses signes vitaux mais ses yeux étaient alertes.
En le voyant, elle essaya de sourire. Papa. Il s'approcha de son lit et prit la chaise la plus proche. Je suis là, ma chérie. Je suis désolé. Elle murmura, les larmes commençant à couler, je suis vraiment désolé de ne pas être rentré à la maison ce soir-là. Non, Thomas lui prit doucement la main, conscient de sa fragilité apparente. N'ose même pas t'excuser. C'est moi qui suis désolé. Je suis parti te chercher cette nuit-là, j'ai vu que tu étais parti. Mais je pensais que tu étais simplement parti ailleurs. Peut-être camper ou aller en ville. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse t'emmener. Sa voix se brisa. Si j'avais appelé la police cette nuit-là au lieu d'attendre jusqu'au matin. Arrête. Savannah resserra légèrement sa main. Si quelqu'un est à blâmer, c'est le shérif Ridge. Il était censé protéger les gens. Au lieu de ça, il a utilisé son insigne pour faire le mal. Son regard se durcit avec une force qui le surprit. C'est lui le monstre ici, papa, pas toi. Un coup frappé à la porte les interrompit. Un jeune officier entra avec hésitation. Désolé de vous déranger. L'inspecteur Rodriguez m'a chargé de recueillir la déposition de mademoiselle Walker lorsqu'elle sera prête. Thomas se leva, l'instinct protecteur éveillé. Sauf votre respect, officier, vu ce qui est arrivé au shérif et la nature sensible de cette affaire, je préfère attendre l'inspecteur Rodriguez lui-même. L'officier hocha la tête, comprenant. Je le préviendrai, monsieur. Les heures passèrent. Thomas somnolait par intermittence sur la chaise près du lit de Savannah, se réveillant à chaque mouvement ou bruit qu'elle faisait. Finalement, vers minuit, l'inspecteur Rodriguez arriva, l'air épuisé mais déterminé. Il était accompagné d'un autre policier portant du matériel d'enregistrement. Je suis désolé pour le retard, a déclaré Rodriguez. La nuit a été longue, faite d'arrestations et d'interrogatoires. Je comprends, dit Thomas. Savannah se redressa légèrement dans le lit. Je veux tout te dire. Rodriguez et les officiers ont installé leur équipement et Savannah a commencé son histoire, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle parlait. Ce soir-là, comme d'habitude, je transportais du bétail. J'ai pris le camion vers 20h avec du fourrage, direction notre pâturage le plus à l'ouest. La nuit était claire et la visibilité était bonne. J'allais justement ramener le bétail au camion lorsque j'ai aperçu des lumières dans un arroyo asséché, près d'un ancien puits abandonné. Elle marqua une pause, se ressaisissant. C'était un échange de drogue. Je voyais des hommes charger des colis entre les véhicules. Je n'en avais jamais vu auparavant, mais je savais qu'il fallait que je file. J'ai couru vers mon camion, laissant le bétail derrière moi. Je n'ai pas eu le temps de les rassembler correctement, mais l'un d'eux m'a vu, Miguel Salazar. J'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a poursuivi dans son pick-up, tous feux éteints en mode blackout. Il a percuté mon camion par derrière, me forçant à quitter la route. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a tiré hors de la cabine. Il m'a attaché les mains avec des liens autobloquants et m'a bandé les yeux. Les poings serrés de Thomas, elle continua. Je l'ai entendu appeler quelqu'un par radio. Il n'arrêtait pas de dire, « Shérif, on a un problème. » C'est là que j'ai su que c'était le shérif Ridge. Il est arrivé à la ferme où il m'avait emmené. Je les entendais se disputer sur la marche à suivre. Miguel voulait me tuer et abandonner le camion quelque part au fin fond du désert, mais le shérif. Sa voix tremblait. Il a dit qu'il me voulait pour lui, il leur a dit de me garder en vie. Miguel a soutenu que j'étais un handicap, mais le shérif lui a rappelé toutes les fois où il les avait couverts, réparé leurs bêtises, détourné des enquêtes. Il a dit qu'il lui devait ça, me garder en sécurité et en vie pour son divertissement, en plus de l'argent qu'il lui avait déjà versé. Le visage du détective Rodriguez était impassible tandis qu'il prenait des notes. Ils m'ont enfermé dans un bunker caché, aménagé dans un silo à grains de la ferme. Je les ai entendus projeter d'enterrer mon camion. Le shérif leur a parlé d'un site de forage pétrolier abandonné près de Terlinga. Il a dit que le trou était déjà là,
il suffisait de vider le camion et de le recouvrir. Elle regarda son père. Après ça, tout est devenu flou. Ils m'ont transféré d'une propriété à l'autre au fil des ans et m'ont mis sous sédatif la plupart du temps. Il y avait une femme, une infirmière qui travaillait pour le cartel. Elle m'a maintenu en vie et a soigné mes blessures. La communauté, déjà divisée racialement, n'était pas disposée à réclamer une enquête plus approfondie. Après des années, l'affaire est tombée dans l'oubli, se transformant en simple rumeur locale et tragédie familiale. Elle posa une main sur l'épaule de Marcus. Vu la façon dont vous avez découvert les restes de votre père et ses livres, cela ressemble à une intervention miraculeuse, Monsieur Freeman. Marcus fixait le cahier de sermons de son père, où étaient inscrits d'une main ferme les mots sur la nécessité d'affronter le mal avec amour et vérité. Même dans ces derniers jours, son père s'était efforcé de faire ce qui était juste, de gérer la situation avec intégrité et grâce. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Marcus. Nous les inculperons de meurtre, d'entrave à la justice et de détournement de fonds, répondit l'inspecteur Miller. Avec les aveux de George et les preuves que nous avons rassemblées, ils passeront probablement le reste de leur vie en prison. Et la dépouille de mon père? Une fois l'enquête terminée et les analyses ADN confirmant qu'il s'agit bien de la sienne, vous pourrez lui offrir une sépulture décente. Marcus hocha la tête, reconnaissant. Au moins, après 25 ans, son père reposerait enfin en paix, lavé de tout soupçon d'abandon ou de suicide. Intervention divine, murmura-t-il en regardant les preuves étalées devant lui. Peut-être. Après avoir terminé son passage au commissariat, Marcus partit pour l'hôpital. Le ciel était depuis longtemps devenu noir, et les visites étaient officiellement terminées, mais le personnel soignant fit une exception lorsqu'il expliqua les circonstances. À l'hôpital, il a retrouvé Robbie et ses tuteurs. La tante et l'oncle du garçon semblaient fatigués mais inquiets, assis sur des chaises en plastique inconfortables à côté de son lit. Monsieur Freeman, dit la femme en se levant pour le saluer. Robbie nous a raconté ce que vous avez fait. Merci de l'avoir amené ici. Marcus s'est présenté correctement et, à sa grande surprise, les gardiens ont reconnu son nom. Freeman? Comme le pasteur disparu il y a des années, demanda l'oncle. Marcus hocha la tête. C'était mon père. Ce nom m'a semblé familier, a dit l'homme. Cette affaire a fait grand bruit ici, même des années plus tard. Robbie était assis dans son lit, plus beau qu'au cimetière. Sa fièvre avait baissé grâce aux médicaments, mais il était toujours pâle. Où étais-tu? Demanda le garçon, sa voix plus forte qu'avant. Je t'attendais. Marcus s'assit au bord du lit. Désolé pour le retard, Robbie. Il s'est passé quelque chose d'important, et j'ai dû aider la police. Tu es aussi policier? Demanda Robbie, les yeux écarquillés. Marcus sourit. Non, juste quelqu'un qui était au bon endroit au bon moment. Il a sorti le nécessaire de communion que le jeune membre du personnel de l'église lui avait donné quelques heures plus tôt. La tante de Robbie semblait sceptique. Il n'y a pas de pasteur ici pour nous guider dans le rituel, dit-elle. Marcus la regarda dans les yeux. Même si je ne suis ni pasteur ni parfait, juste un pécheur avec beaucoup de défauts, notre foi suffit. Dieu est réel, toujours présent, veillant sur nos vies. L'expression de la tante s'adoucit et elle hocha la tête avec une révérence prudente. Marcus ouvrit le service de communion et déposa les ingrédients sur la table plateau suspendue au-dessus du lit de Robbie. Il prononça les paroles familières de l'institution, qu'il avait entendu son père prononcer des centaines de fois. Il rompit le pain et en donna des morceaux à Robbie et à ses gardiens, en prenant également un pour lui-même. Il versa le jus de raisin dans de petites tasses et les distribua. Alors qu'ils prenaient la communion ensemble dans cette chambre d'hôpital silencieuse, Marcus sentit quelque chose changer en lui, un poids se soulevait, une lumière revenait après 25 ans d'obscurité. Après avoir terminé, Robbie le regarda avec curiosité. « Est-ce que je te reverrai ?»« Je pense que oui, » répondit Marcus. « Peut-être peu de temps après, si toi et ton oncle souhaitez visiter l'église baptiste du Mont-Olive. »
j'ai le sentiment qu'il pourrait avoir besoin d'aide dans les jours à venir. Robbie sourit et tendit la main pour un câlin. Je veux être un homme gentil comme toi quand je serai grand, murmura-t-il. Alors que Marcus quittait l'hôpital plus tard dans la nuit, il s'est retrouvé à offrir une prière de remerciement, la première prière sincère qu'il ait priée depuis 25 ans. Il a admis qu'il avait eu tort d'en vouloir à Dieu pendant tout ce temps. Il réfléchissait à la façon dont la journée s'était déroulée, comment un garçon malade dans un cimetière l'avait par inadvertance ramené à l'église, comment son carnet oublié lui avait donné une raison de revenir, comment chaque décision apparemment insignifiante l'avait rapproché de la vérité sur son père. Dieu avait utilisé ce petit garçon sans le savoir, et parce que Marcus avait décidé de servir et d'aider, même au milieu de sa propre douleur, Dieu avait ouvert la voie qui l'avait conduit à découvrir la vérité sur le sort de son père. Il pensait à la façon dont les plans diaboliques et les dissimulations avaient persisté pendant des décennies, mais à la fin, la vérité et la bonté avaient triomphé. Le Dieu que son père avait servi fidèlement ne l'avait finalement pas abandonné. Marcus rentra chez lui sous un ciel étoilé, échafaudant des plans. Une fois l'enquête terminée, il offrirait à son père un enterrement digne et une cérémonie commémorative. Il renouerait avec la congrégation de Mount Olive, dont beaucoup n'avaient probablement jamais su la vérité sur la disparition de leur pasteur bien-aimé. Et peut-être pourrait-il retrouver le chemin de la foi, non pas malgré la tragédie de son père, mais grâce à l'intégrité et au courage dont son père avait fait preuve dans ses derniers jours. Alors que Marcus arrivait dans son allée, il leva les yeux vers le ciel nocturne et murmura « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je t'ai abandonné. » Après 25 ans de colère et de doute, Marcus Freeman avait enfin trouvé la paix qui lui avait échappé pendant si longtemps. Son père était parti, mais la vérité avait été révélée, justice serait rendue et, chose remarquable, la foi avait été restaurée.